J'ai offert une maison à ma fille, mais la famille de son mari a envahi les lieux. Il a suffi d'une phrase pour les mettre toutes dehors. La première chose que j'ai vue, c'est la cigarette qui brûlait le bois du chevet. Le bout incandescent écrasé avec mépris, là, sur la surface en chêne massif que j'avais fait venir d'un artisan du Jura. L'odeur de cendre flottait encore dans l'air. Madame Martin s'étalait sur le lit de la suite parentale avec ses chaussures sales. Les semelles couvertes de terre, détendue comme si elle était dans un palace. Mon mari, à côté de moi, serrait les poings. Ma fille, figée, sans voix, et Julien, le fiancé, une souris recroquevillée dans un coin, sans le courage de dire un mot. La belle-mère de ma fille a souri, satisfaite. Celle-ci sera la nôtre, tu vois, parfaite pour nous deux. Ils pourront prendre la petite chambre au fond du couloir. Je n'ai pas répondu, pas encore. À l'intérieur, je sentais le sang me monter à la tête. La chambre où ma fille aurait dû passer sa lune de miel. Celle que j'avais rénovée avec tant de soin, que j'avais décorée, les mains tremblantes d'émotion. Maintenant, prise par des envahisseurs. Et ils ne prenaient même pas la peine de le cacher. Ah, et dit au jardinier de soigner les rosiers. Mes invités sont exigeants. Son mari a éclaté de rire en ouvrant une bière. Il faudra aussi enlever ce portail en fer, trop fermé. Ici, c'est la campagne, pas une prison. Ma fille a tenté d'argumenter. Cette maison était un cadeau. Madame Martin l'a interrompu d'un geste de la main. Un cadeau de mon futur gendre. Donc, elle est à nous aussi. Il ne savait pas. Mais cette nuit-là, j'ai décidé que ce serait la dernière fois que quelqu'un prendrait quelque chose à ma fille. Il ne restait qu'une question. Quel serait le bon moment pour leur dire que cette maison n'avait jamais été à eux? Si vous aussi, vous croyez que le silence d'une femme peut cacher le début de quelque chose de puissant, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche. Mon nom est Teresa Laurent. J'ai 54 ans, 2 genoux opérés et une patience qui a connu de meilleurs jours. Architecte de formation, propriétaire d'un petit cabinet qui a survécu plus longtemps que mon mariage. J'ai élevé ma fille pratiquement seule, entre les chantiers, le béton et les réunions où des hommes m'appelaient « Madame », avec ce ton condescendant que seule une femme peut comprendre. Personne ne m'a jamais rien donné. Chaque centime que j'ai gagné est le fruit de nuits blanches, de projets refaits à la dernière minute et de cafés réchauffés. Je n'ai jamais été du genre à me plaindre, mais je n'ai jamais été du genre à me taire non plus. Aux yeux du monde, j'ai toujours été dure, pragmatique, même trop élégante. Mais ce que personne ne voyait, c'est que toute cette structure servait à soutenir quelque chose de bien plus fragile. Ma fille, Clara. Elle est mon angle mort. Depuis toute petite, Clara a toujours été celle qui s'excusait pour tout, qui se sacrifiait pour les problèmes des autres, qui gardait le silence pour préserver la paix. Elle tenait ça de son père, cette habitude de s'effacer. Et c'est peut-être pour ça que, lorsqu'elle a ramené Julien à la maison en disant qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui la voyait vraiment, j'ai ravalé mon instinct. Julien était poli, trop prévenant même. Il souriait les yeux baissés et parlait peu. Mais quelque chose en lui me dérangeait. Ce n'était pas ce qu'il faisait, c'était ce qu'il ne faisait pas. Il ne s'imposait jamais. Il ne défendait jamais Clara dans les disputes. Il n'offrait jamais rien de plus que de belles paroles. Thomas, mon ex-mari, pensait que c'était juste une impression. Accorde-lui le bénéfice du doute. Elle est heureuse, disait-il. Et j'ai essayé. Croyez-moi, j'ai essayé. C'est pourquoi, quand Clara a annoncé ses fiançailles, nous avons décidé de leur offrir la maison de campagne. Ce n'était pas juste une maison, c'était un symbole, un nouveau départ, un lieu où elle pourrait être maîtresse de sa propre histoire. Le projet a été achevé en 6 mois. Chaque détail, du carrelage au potager, portait sa signature. C'était la première chose qu'elle aurait vraiment à elle. Ou du moins, ça aurait dû l'être. Car lorsque la famille de Julien a débarqué, au complet, avec valise, exigence et ce regard qui disait « Tout est à nous », quelque chose en moi s'est brisé. Ils ne savaient pas qui j'étais, ni de quoi j'étais capable quand l'amour pour ma fille était mis à l'épreuve. Mais ils allaient le découvrir. Je ne voulais pas me battre. Je voulais juste voir ma fille heureuse. C'est aussi simple que ça. Son bonheur a toujours été mon baromètre. Si Clara souriait, je respirais. Si elle pleurait, tout mon corps se contractait, comme si quelqu'un avait claqué une porte à l'intérieur de moi. Pendant des années, tout ce que j'ai fait, c'était en pensant à elle. Chaque projet que j'ai accepté, chaque heure supplémentaire,
chaque week-end que j'ai sacrifié. Quand elle était petite, Clara dormait sur le canapé du bureau pendant que je finalisais des plans pour des clients. Je la couvrais avec ma veste et je restais à regarder ce petit visage calme en me demandant si un jour elle saurait tout ce que je faisais pour elle. Mais la vérité, c'est qu'on élève nos enfants pour qu'ils prennent leur envol et on passe sa vie à mourir de peur qu'ils choisissent le mauvais endroit pour atterrir. Quand Clara a rencontré Julien, j'ai vu quelque chose changer en elle. Elle semblait pleine d'espoir, comme si enfin quelqu'un avait perçu qui elle était. Au début, je me suis même laissé convaincre. J'ai pensé, peut-être que maintenant, elle va s'autoriser à être aimée sans porter le monde sur ses épaules. Mais j'ai vite remarqué les signes. Petits, subtils. Clara a commencé à hésiter avant de parler, à s'excuser pour des broutilles. Et dès qu'on abordait le sujet de la famille de Julien, elle éludait. Pourtant, elle insistait pour dire que tout allait bien, que Julien était calme, qu'il équilibrait son tempérament passionné. Et j'ai voulu y croire. Je l'ai tellement voulu que je me suis forcée à fermer les yeux sur ce qui était juste devant moi. Quand nous avons décidé d'offrir la maison, c'était dans l'espoir que Clara, en franchissant cette porte, se sentirait en sécurité, maîtresse de sa propre vie. J'ai voulu lui donner ce que je n'ai jamais eu, un foyer où personne n'aurait le droit de la rabaisser. La maison de campagne était plus qu'un cadeau. C'était ma façon de lui dire « tu as de la valeur ». Peut-être qu'elle ne l'avait jamais vraiment entendu. Et même si je ne l'ai jamais dit avec ces mots, tout ce que je souhaitais, c'était qu'elle le sache. Qu'au fond de son cœur, elle comprenne qu'elle n'avait pas besoin de mendier de l'affection, qu'elle n'avait pas à accepter moins que le respect, qu'elle pouvait être forte sans perdre sa douceur. Je voyais en elle une femme extraordinaire, mais elle ne se voyait pas encore. Et voir ma fille se courber devant l'arrogance d'une famille qui ne lui avait rien donné, qui était arrivée en prenant, en exigeant, en ordonnant, ça m'a fait plus mal que tout. Je l'ai vue essayer de sourire, même après avoir été traitée d'exagérée. Je l'ai vue baisser les yeux, même après avoir entendu qu'elle devait rester à sa place. Je l'ai vue faire la vaisselle du dîner seule, pendant que sa belle-mère et sa belle-sœur débattaient pour savoir quelle chambre était la meilleure pour les futurs petits-enfants. Et Julien ? Il disait seulement que ce n'était pas le moment de créer des tensions. Alors mon souhait a changé. Il a cessé d'être « voir ma fille heureuse » et il est devenu « voir ma fille libre ». Libre de la culpabilité, de la manipulation, des petites violences déguisées en sollicitude. Je souhaitais qu'elle se lève, qu'elle dise « non », qu'elle sache que tout ce dont elle avait besoin était déjà en elle. Je souhaitais la voir retrouver sa propre voix. Mais au fond, un doute cruel me rongeait. Ai-je moi-même contribué à cela ? Est-ce qu'en voulant tant la protéger, je lui ai finalement appris qu'aimer, c'était tout accepter ? Cette maison, le jardin, les détails pensés avec tant d'amour, rien de tout cela n'avait de sens si Clara ne comprenait pas que c'était à elle, rien qu'à elle. Pas une pension pour les Martin, pas une récompense pour Julien, pas un lot de consolation pour avoir été choisie par quelqu'un qui n'avait jamais eu le courage de la choisir entièrement. J'ai souhaité de toute mon âme qu'elle connaisse sa valeur, et si elle ne la connaissait pas, je me ferais un devoir de la lui rappeler, ne serait-ce qu'avec une seule phrase, celle qui les ferait tous repartir par la même porte par laquelle ils étaient entrés. Le lendemain matin, je suis descendue avec l'intention de prendre mon café en silence. Mais le silence était une denrée rare dans cette maison depuis l'arrivée des Martin. Madame Martin était déjà dans la cuisine, en robe de chambre, beurrant une tartine avec l'autorité de celle qui paie la taxe foncière. « Bonjour », dit-elle sans me regarder. Clara est partie tôt. Au marché. Je lui ai demandé quelques ingrédients pour une tarte que j'aime bien. J'espère qu'elle rapportera tout ce qu'il faut. Je me suis mordu la langue, pas par politesse, par stratégie. Thomas est arrivé peu après et nous sommes allés directement dans le jardin. La maison était encore à nous, après tout. Et à cet instant, ce dont j'avais le plus besoin, c'était d'air. « Je sais ce que tu penses », dit-il, et j'essaie de ne pas penser la même chose. Je me suis assise sur le banc en bois et j'ai regardé les tournesols que Clara avait plantés 2 semaines plus tôt. Ils commençaient à faner. C'est alors qu'Antoine, le frère de Julien, a traversé la terrasse, un carnet à la main. « Il y a du potentiel ici, vous savez ? Je vais appeler des amis pour voir si on peut agrandir cette zone pour en faire une terrasse en bois. Lucas adorerait ça. » Lucas, le fils d'Antoine. Mon petit-fils par alliance n'existait même pas encore, mais apparemment, il avait déjà la priorité sur les espaces de ma fille. Je suis rentrée.
Clara était sur le seuil de la cuisine, tenant difficilement ses sacs de courses, les mains rougies par le poids. Madame Martin n'a pas bougé. « Pose ça là, ma petite. On rangera plus tard. » Ma petite. Ma fille, avec un diplôme, 2 langues et l'âme en miettes, était devenue ma petite. Elle a souri. Mais ses yeux, non. « Tu dois te reposer un peu, Clara, ai-je dit. » Elle a hoché la tête, mais elle ne m'a même pas vraiment entendue. Elle est montée directement dans sa chambre. Plus tard, Thomas est venu me voir avec une enveloppe à la main. Ça, c'était au fond de mon porte-documents. Les papiers qu'on a signés chez le notaire pour la maison. Tu te souviens? J'ai pris l'enveloppe. J'ai reconnu ma signature. Le papier sentait encore l'encre fraîche. Et puis, j'ai lu ce qu'il voulait me montrer. La maison n'était pas au nom de Clara. Elle ne l'avait jamais été. Elle était au mien. Par sécurité, d'après l'avocat, en cas de problème juridique. Clara ne le savait pas, et j'avais oublié de le mentionner. C'était un détail qui ne signifiait rien, jusqu'à ce moment. Le soir, pendant le dîner, tout a basculé. Ils étaient tous à table. Julien, ses parents, ses frères et Clara, assise comme une visiteuse dans sa propre maison. Je pensais, commença M. Martin, qu'on pourrait transformer le débarras en une suite pour Antoine, avec une salle de bain privée, bien sûr. Et le garage, dit Madame Martin enthousiaste. On pourrait en ouvrir une partie pour en faire une salle de jeu. Les enfants ont besoin d'espace, n'est-ce pas? Julien se contentait de sourire. Clara baissait la tête. C'est alors qu'Antoine a dit, l'air de rien, « J'ai déjà parlé à une connaissance du cadastre. Dès que vous nous donnerez les papiers, on met tout au nom de Lucas. Enfin, au nom de Julien, hein? Mais on accélère les choses. » La bouchée que je portais à ma bouche s'est arrêtée en l'air. Clara a lentement levé les yeux. « Pardon ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Au nom de Lucas », a répété Antoine, comme si c'était une évidence. « La maison. L'idée, c'est de la mettre au nom de ton futur neveu pour assurer son avenir. Et si d'autres petits-enfants arrivent, c'est encore mieux. » Julien l'a regardé et a murmuré « C'est juste une idée, mon amour, pour protéger la famille. » Elle l'a regardé, puis m'a regardé, puis a regardé son assiette comme si elle voulait y disparaître. Je me suis levée, calmement, sans un mot. Je suis allée dans le bureau, j'ai ouvert le tiroir et j'ai pris l'enveloppe. Je suis revenue dans le salon. Tous discutaient encore de la meilleure façon de répartir les pièces. J'ai tendu le papier à Clara. Elle a lu en silence. Ses yeux se sont écarquillés. Et à cet instant, sans qu'il soit besoin de dire un mot, elle a tout compris. Elle a compris que, jusqu'alors, elle pensait avoir perdu quelque chose. Mais maintenant, elle savait qu'elle avait encore tout. Et les autres? Ils n'avaient aucune idée de ce que cette feuille représentait. Mais ils allaient bientôt le savoir. L'invitation au déjeuner de famille sonnait comme une convocation, pas comme une demande. Madame Martin est apparue dans le couloir, en tablier, avec un faux sourire cousu sur le visage. Nous organisons un repas spécial, quelque chose d'intime, juste pour la famille. J'espère que toi et ton ex-mari pourrez être présents. Je savais ce que cela signifiait, une mise en scène. Et Clara, même mal à l'aise, a essayé de leur accorder le bénéfice du doute. Le déjeuner aurait lieu le dimanche. Tout le monde allait présenter les plans pour la maison, comme s'il s'agissait d'une réunion du conseil d'administration plutôt que d'un foyer. Quand Thomas et moi sommes arrivés, la table était déjà mise. Julien portait une chemise froissée. Sa mère circulait avec un plateau, donnant des ordres comme une gouvernante. « Clara, ma chérie, pourquoi ne vas-tu pas chercher l'argenterie qui est dans le buffet, celle que nous utilisons quand nous avons de vrais invités ?» Clara a hésité, mais elle a obéi. Le frère de Julien tenait déjà son fils sur ses genoux, le berçant d'une main et montrant de l'autre un croquis, mal dessiné de ce qui serait, selon lui, le nouveau jardin de l'espace enfant. « Ce sera génial avec une aire de jeu ici, » dit-il en pointant du doigt salle de sauce. « Et si on enlève la clôture au fond, on peut même mettre une piscine. » Thomas m'a regardé. J'ai fermé les yeux 2 secondes. Juste 2. Madame Martin a servi les assiettes avec emphase. Je pense qu'il est important de parler de la répartition des tâches. Après tout, avec autant de monde à la maison, nous devons tout garder en ordre. Bien sûr, dit Julien en regardant Clara. On sait que tu aimes maintenir l'ordre, mon amour. Clara a toujours été méthodique, dit la belle-mère. J'ai donc pensé qu'il était juste qu'elle s'occupe de la cuisine et de la buanderie. Je peux superviser le petit ménage. J'aiderai avec Lucas, dit la belle-sœur. Mais je ne change pas les couches.
Je suis allergique aux odeurs fortes. Ils ont ri. Thomas? Non. Moi non plus. Clara essayait de garder un visage calme, mais la tension était palpable. Les épaules rentrées, les yeux fixés sur son assiette. Ne serait-il pas plus juste de répartir les tâches équitablement? Ai-je risqué. Madame Martin s'est tournée vers moi avec un sourire qui glaçait le sang. « Ah, Teresa, bien sûr que votre fille aura de l'aide. Mais on ne peut pas s'attendre à ce que les autres en fassent plus que leur part, n'est-ce pas? Après tout, cette maison est un cadeau de mon fils. » J'ai failli m'étouffer. Thomas a haussé un sourcil. Clara a regardé sa belle-mère, confuse. De Julien? La maison? Eh bien, c'est ce qu'il a dit, que sa mère l'avait aidé pour tout. La femme a regardé Julien, comme pour demander confirmation. Il est resté silencieux. Toute la pièce a semblé retenir son souffle. « Julien ?» a insisté Clara. « Je voulais dire que le projet était une idée commune, » a-t-il répondu en détournant le regard. Ma fille a posé sa serviette, l'a placée sur la table avec soin. « Alors, tu as laissé ta famille croire que cette maison est la tienne ?» Il s'est gratté la nuque. « Ce n'est pas ça, mon amour. J'ai juste pensé que ça éviterait des malaises. » « Le malaise, c'est ce que je ressens maintenant, » dit-elle, la voix tremblante. Madame Martin a soupiré. « Clara, ma chérie, ne dramatise pas. Tu te montres ingrate. La vie de famille est comme ça, pleine d'ajustements. Quand une femme se marie, elle doit comprendre qu'elle entre dans une nouvelle structure. Il ne s'agit pas que de toi. » La belle-sœur a acquiescé. « En plus, tu ne travailles même pas. Tu peux t'occuper de la maison tranquillement. » Mon sang n'a fait qu'un tour. « Si, elle travaille. » « Et beaucoup, » a dit Thomas d'une voix ferme. « Ce n'est pas parce qu'on ne reçoit pas de salaire que ce n'est pas un travail, » ai-je complété. Mais personne n'a écouté. Ou pire, personne n'a voulu écouter. Julien s'est raclé la gorge. « Écoutez, personne n'accuse personne. Nous voulons juste maintenir l'harmonie. Tu as toujours dit que tu voulais un foyer heureux, Clara. Ça en fait partie. »« Un foyer ?» a-t-elle répété. Et c'est là que Madame Martin a lâché la phrase qui a déchiré l'air comme un couteau. « Clara, tu devrais être reconnaissante. Mon fils t'a accepté malgré ton caractère si compliqué. Toutes les femmes n'ont pas cette chance. » La fourchette de Thomas est tombée dans l'assiette. Le son a résonné comme un coup de tonnerre. Moi, sous le choc, j'ai regardé Clara. Elle était immobile, les yeux fixés dans le vide, la respiration coupée, comme si elle était gelée de l'intérieur. Tous les regards se sont tournés vers elle. Ils s'attendaient à une crise, à des larmes, à une réaction. Mais elle s'est simplement levée. « Excusez-moi » a-t-elle dit à voix basse, et elle a quitté la pièce. Seule, sans crier, sans discuter, emportant simplement avec elle un silence qui en disait plus que n'importe quel cri. J'ai monté les escaliers lentement, sans faire de bruit. À chaque marche, je pouvais entendre le son étouffé de la respiration de Clara. Elle était assise au bord du lit, encore habillée, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Elle ne pleurait pas, mais c'était pire que des larmes. « Je peux entrer ?» ai-je demandé, sans forcer ma voix. Elle n'a pas répondu, mais elle n'a pas dit « non ». Je suis entrée doucement. Je me suis assise à côté d'elle. Nous sommes restés en silence pendant quelques secondes, ou quelques minutes, ou des heures. Le temps, là, semblait s'être arrêté. « Suis-je faible ?» a-t-elle finalement demandé. « Maman, penses-tu que je suis faible ? Je pense que tu es bien trop forte, et c'est pour ça que le monde t'en demande 2 fois plus, » ai-je répondu sans hésiter. Elle a secoué la tête négativement. J'ai laissé faire, j'ai vu les signes, mais je pense toujours que si je suis assez gentille, les gens finiront par comprendre. Ils en profiteront, ai-je corrigé. Elle a pris une profonde inspiration, les yeux embués de larmes. Je pensais que l'amour c'était ça. Céder, être patiente, attendre que l'autre comprenne. Ce n'est pas de l'amour, Clara, c'est du martyre. Et si c'est moi qui ai tort, et si j'exagère, si je suis égoïste, je me suis levée, je suis allée vers la commode. J'ai pris le cadre avec une photo d'elle enfant, tenant un de mes projets à l'école. Est-ce de l'égoïsme que de vouloir être traitée avec respect ? Elle a détourné le regard. Je ne voulais pas me disputer avec eux. Je voulais juste la paix. Et ce que tu as eu, c'est un silence forcé. La paix, ce n'est pas se taire pour plaire. La paix, c'est pouvoir exister sans avoir à se justifier tout le temps. Elle m'a regardé pour la première fois depuis que j'étais entrée. Un regard mêlé de fatigue et de honte. Ils ont dit que je ne travaillais pas, que je ne contribuais pas,
que j'ai été acceptée, malgré mon caractère. Clara, je me suis agenouillée devant elle. Cette maison est à toi. Chaque mur, chaque détail, chaque centimètre, elle a été faite pour toi. Tu n'as pas été acceptée. Tu as été envahie. Elle s'est mordue la lèvre inférieure. Ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes. Il m'a menti, maman. Julien, il a dit qu'il avait tout raconté à sa famille sur la maison, sur nous, mais il les a laissés penser qu'il était le pourvoyeur. Parce que c'était pratique pour lui, et pour eux, et moi, a-t-elle murmuré. Je voulais juste être aimée, pas idolâtrée, pas soumise, juste aimée. Alors tu dois d'abord t'aimer toi-même. Et pour ça, ma fille, tu vas devoir te relever, tu vas devoir te faire entendre. Elle a appuyé son front contre le mien. J'ai peur, moi aussi, mais la peur n'est que le début. Le courage, c'est ce qui vient après. Elle a fermé les yeux, et à cet instant, j'ai su, elle était brisée, mais encore assez entière pour se reconstruire. Quand je suis redescendue, Thomas m'attendait dans l'entrée. Alors ? Elle s'est réveillée, ai-je répondu. Il a hoché la tête. Dans le salon, les Martin riaient, discutant entre eux des travaux qu'ils allaient faire. « Et le portail ?» disait Madame Martin. « J'ai déjà demandé un devis à un ami. Il va tout enlever et mettre du verre fumé. La salle de bain de l'étage a besoin d'un jacuzzi, » a ajouté la belle-sœur. Personne ne supporte plus ces baignoires simples. Je suis restée là, debout, à observer. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti de colère, ni d'indignation. J'ai ressenti de la clarté. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Ils ne savaient pas d'où venait cette maison, ni ce qu'elle avait coûté, encore moins ce qu'elle signifiait. Clara pensait avoir perdu quelque chose. Mais en vérité, elle avait encore tout. J'ai vu ma fille se défaire sous mes yeux, peu à peu, avec des mots tranchants déguisés en opinion, avec des impositions travesties en tradition familiale, et elle a enduré plus qu'elle n'aurait dû, plus que n'importe qui ne le devrait. Mais maintenant, elle savait, et quand la vérité s'installe, elle ne recule pas. Elle grandit, se propage, prend le dessus. Clara n'allait plus reprendre le rôle qu'on avait écrit pour elle. Et moi, je n'allais laisser personne raturer l'histoire que ma fille s'apprêtait à réécrire. À la fin de la soirée, elle est descendue, avec d'autres vêtements. Un autre regard. Elle a dit bonsoir poliment, mais sans douceur, et elle est remontée, laissant derrière elle l'ancienne version d'elle-même. Julien a tenté de la suivre. Clara, attends, mais elle a simplement levé la main. Un petit geste, mais qui a réduit tout le monde au silence. Dans ce geste, il y avait quelque chose de nouveau, l'autonomie. Clara n'avait pas encore dit tout ce qu'elle avait à dire, mais elle apprenait déjà à ne plus avaler ce qu'elle n'aurait jamais dû taire. Et à partir de ce moment, tout allait commencer à changer. Le lendemain matin, Clara n'est pas descendue pour le petit déjeuner. Madame Martin a frappé 2 fois à sa porte et, sans réponse, a soupiré bruyamment. Elle a sûrement honte, la pauvre. Après son petit numéro d'hier, petit numéro. C'est ainsi qu'ils appelaient la première fois où ma fille avait osé ne pas sourire. Julien évitait mon regard. Il me croisait dans les couloirs comme si j'étais transparente. Mais je le voyais bien. Son malaise n'était pas de la culpabilité, c'était de la peur. Thomas a été le premier à dire ce que je pensais. Il faut qu'on fasse quelque chose. Pas encore, ai-je répondu. Laissons-les se sentir complètement en contrôle. Il est plus facile de faire tomber un château quand ses occupants sont ivres de pouvoir. Cet après-midi-là, je suis allée en ville, seule. J'ai pris les papiers de la maison, l'acte de propriété, l'acte de donation, les factures de la rénovation. Et je suis allée à la banque. La directrice m'a regardée avec un sourire professionnel. « Vous êtes bien la propriétaire de l'immeuble, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête en faisant glisser les documents sur la table. « C'est exact, mais je dois garantir 2 choses. Que personne de la famille de ma fille ne puisse rien modifier, et que si nécessaire, je puisse tous les faire partir d'ici en 24 heures. » La directrice n'a pas hésité. « Nous pouvons le faire. Avec les documents en main, vous pouvez demander l'expulsion à tout moment. La maison est à votre nom, sans aucune restriction. » J'ai tout signé, calmement, d'une main ferme. Ce n'était pas une vengeance, c'était un avertissement. Quand je suis revenue, l'ambiance à la maison avait changé. Julien et Antoine étaient dans le jardin avec un maître ruban, discutant de l'endroit où installer un barbecue digne d'un resort. Madame Martin avait pris le contrôle de la cuisine. Thomas,
qui a toujours été plus patient que moi, s'était isolé dans le bureau. Clara était dans sa chambre, porte fermée, fenêtres ouvertes. Le soir, elle a frappé à ma porte. « Maman, je peux voir ces documents ?» Je suis restée silencieuse un instant. Puis, j'ai ouvert le dossier et je lui ai tout donné. Elle a lu chaque ligne, attentivement, sans se presser. « Tout est à ton nom », a-t-elle dit finalement. J'ai acquiescé. J'allais te faire le transfert dès que vous seriez mariés. Mais maintenant, elle n'a pas répondu. Mais son regard a changé. C'était comme si quelque chose s'était réaligné en elle. Une pièce manquante avait enfin retrouvé sa place. « Et si je veux qu'il parte ? Alors tu n'as qu'à dire quand. » Elle a serré le dossier contre sa poitrine. « Pas encore. Pourquoi ? Parce que je veux qu'ils montrent encore un peu plus qui ils sont. Je veux qu'ils se révèlent complètement. Je veux qu'ils disent en toutes lettres ce qu'ils pensent que je suis. Tu n'as pas besoin de ça pour agir. Mais j'en ai besoin pour ne plus jamais douter. » J'ai hoché la tête. Elle avait déjà pris sa décision. Elle attendait juste la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. Et elle est tombée le lendemain. Julien a reçu un appel sur haut-parleur. Nous étions tous dans le salon. Son frère répondait toujours sur haut-parleur. Il tenait à se faire remarquer. « Salut Julien », a dit la voix à l'autre bout du fil. « Ton patron a dit que si tu ne rentres pas d'ici la semaine prochaine, il te coupe ton salaire de moitié. C'est décidé. Et, au fait, le poste pour la promotion est déjà parti. Ils l'ont donné à un autre. » Clara a arrêté de nettoyer la table. Elle l'a regardé. « Tu as menti là-dessus aussi ?» Julien est devenu blême. Je ne savais pas qu'il déciderait si vite. Tu avais dit que tu avais encore une semaine, que tout était déjà réglé. Je voulais juste t'éviter de t'inquiéter. M'éviter de m'inquiéter ou cacher que tu as quitté ton emploi avant d'en avoir un autre de sûr. Il n'a pas répondu. C'est alors qu'Antoine a ri. « Détends-toi, frérot. Maintenant que tout est réglé avec la maison, tu n'as même plus besoin de te tuer au travail. Il suffit d'investir dans ta propre affaire, d'utiliser la structure d'ici, de faire un truc léger, comme de la location saisonnière. On transforme les chambres ensuite avec entrée indépendante. » Clara a posé le chiffon sur la table. « Transformer les chambres ? Bien sûr, il y a du potentiel ici. On peut se faire pas mal d'argent. Vous prévoyez de louer les chambres de ma maison ? » « Oh, Clara !» a dit la belle-mère d'un ton maternel. « Ce n'est pas ta maison, ma chérie. C'est celle de Julien. Ce sera la vôtre. Ça n'a pas de sens de garder autant d'espace vide quand on peut en tirer un bon revenu. Et qui va gérer tout ça ? Toi, pardi. Tu es à la maison de toute façon. Tu peux t'occuper des réservations, du ménage. Tu as toujours été organisée. » Clara a pris une profonde inspiration. Un silence pesant s'est installé. Puis elle a ri. Un rire bref, surpris. « Et si je ne veux pas ?» Madame Martin a haussé les sourcils. « Comment ça ? Si je ne veux pas faire partie de ça. Si je veux autre chose pour ma vie. Mais tu n'as rien d'autre, ma fille. C'est ta vie maintenant. Tu vas épouser mon fils. Tu vas t'occuper de cette maison, de cette famille. Et tu remercieras chaque jour d'avoir été acceptée par nous. Acceptée. » Le mot a résonné dans la pièce comme une insulte. Et c'est à ce moment précis que Clara m'a regardée. Et j'ai su. C'était l'heure. Ce soir-là, Clara n'a plus rien dit. Elle a dîné en silence, a débarrassé son assiette et monté dans sa chambre sans dire bonsoir. Mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont elle a fermé la porte. Ce n'était pas de la colère, ni de la tristesse, c'était de la précision. Le lendemain, la maison s'est réveillée en mouvement, mais pas comme d'habitude. Julien est parti tôt avec son frère pour chercher des matériaux qui, selon eux, serviraient à monter un bureau dans la chambre du fond. Madame Martin s'affairait dans la cuisine. « Clara, aujourd'hui j'ai pensé faire ce risotto que tu avais si bien réussi l'autre jour. Mais à ma façon, bien sûr. Tu peux couper les légumes ?» Clara est descendue dans une autre tenue. Jean foncé, chemise blanche impeccable. Cheveux attachés, maquillage léger. « Désolée, j'ai un rendez-vous. » La belle-mère l'a toisé. « Un rendez-vous ? Où ça ? Je vais en ville. » Mais tout est déjà réglé pour le mariage. Plus besoin de ces courses de dernière minute. Clara a souri. « Ça ne concerne pas le mariage. Ça me concerne moi. » Et elle est sortie. Madame Martin a soufflé. Cette fille devient difficile. Thomas, assis sur le canapé, m'a regardé et a murmuré « Ça commence ». Clara a passé l'après-midi dehors. Elle est revenue avec un dossier à la main. Est entrée directement dans le bureau. A fermé la porte. Personne n'a posé de questions. Le soir, elle est descendue pour le dîner. S'est assise à table comme d'habitude, mais avec une autre posture. Julien,
On peut parler » a-t-elle dit, devant tout le monde. Il a souri, nerveux. Maintenant ? Maintenant. Il a tiré sa chaise, mais elle lui a fait signe de rester debout. Reste debout. Ce sera rapide. L'air dans la pièce est devenu lourd. J'ai découvert que tu as menti sur ton travail, sur la maison, et que tu as laissé ta famille croire que j'étais une sorte de lot de consolation. Clara, ce n'est pas ça. C'est exactement ça. Mais ce qui me dérange le plus, ce n'est pas le mensonge, c'est la lâcheté. J'ai essayé de te protéger. Non, tu as essayé de protéger ton image. Et pour ça, tu as laissé qu'on me manque de respect, qu'on m'utilise, qu'on me transforme en domestique dans ma propre maison. Julien a commencé à parler, mais elle a levé la main. Je n'ai pas fini. Elle s'est tournée vers Madame Martin. Et vous m'avez traité d'ingrate, de compliquée. Vous avez dit que je devais remercier d'être acceptée, mais vous n'avez jamais pris le temps de penser à ce que j'avais déjà offert. Cette maison, cette structure, cet effort. Tout a été pensé pour construire un avenir, pas pour héberger des profiteurs. Madame Martin a pâli. « Écoute-moi bien, petite. » « Je n'ai pas fini, » a répété Clara plus fermement. Elle a ouvert le dossier, en a sorti l'acte de propriété, a levé le papier. Cette maison n'est pas à Julien. Elle n'est pas à vous. Elle n'est pas à Antoine, ni à Lucas. Cette maison est un cadeau de mes parents. Elle est au nom de ma mère. Et par sa volonté, elle sera bientôt transférée à mon nom. Le silence fut absolu. Julien a dégluti. « Clara, on peut parler en privé ?»« Non, parce que vous ne m'avez jamais humiliée en privé. Ça a toujours été devant tout le monde. » Elle s'est tournée vers moi. « Maman, je peux ?» J'ai hoché la tête. Clara a ouvert la deuxième partie du dossier. C'était des notifications officielles. Voici les mises en demeure. À partir de maintenant, vous avez tous 48 heures pour quitter les lieux. J'ai déjà parlé à l'avocat. J'ai déjà parlé à la justice. J'ai déjà parlé à la police, si nécessaire. Madame Martin s'est levée. « Tu nous mets à la porte ? Je vous rends ce qui n'a jamais été à vous. » Antoine a ri. « Tu vas faire quoi, Clara ? Nous jeter à la rue avec un enfant ? Vous êtes venue ici sans même demander, en pensant que cette maison était un hôtel familial. Si vous avez pu faire ça, vous pouvez aussi partir. » La belle-sœur s'est mise à crier. Julien est resté figé. « Tu vas finir toute seule !» a dit Madame Martin, la voix pleine de venin. « Personne ne voudra d'une femme qui agit comme ça. » Clara s'est approchée d'elle. « Je préfère être seule que de vivre entourée de gens qui ne me veulent que lorsqu'ils pensent pouvoir me commander. » Elle s'est tournée vers Julien. « Et toi, tu as eu la chance de me protéger, mais tu es resté silencieux. Et ça, c'est ça qui m'a fait le plus mal. » Julien n'a pas pu répondre. Clara a pris ses clés de voiture, a regardé tout le monde. « Vous avez 48 heures, utilisez-les bien. » Et elle est partie. Pour la première fois, c'est elle qui a fermé la porte. Et à l'intérieur, il ne restait que les échos d'une défaite que personne n'attendait. Si cette scène vous a rappelé quelque chose que vous avez vécu, ou presque vécu, laissez un like et commentez ici. Parfois, partager notre histoire est le premier pas pour reprendre ce qu'on a tenté de nous enlever. Le droit de dire « stop ». Nous lisons tout. Clara n'est pas rentrée cette nuit-là. Elle a passé les premières heures chez une amie. Puis elle est allée dans un hôtel simple, en centre-ville. Elle a dit qu'elle avait besoin d'air, d'espace, d'entendre sa propre voix sans que personne ne la coupe. Je l'ai comprise, et je n'ai pas insisté. Pendant ce temps, la maison était en ébullition. Madame Martin arpentait les pièces comme une âme en peine, indignée, furieuse, parlant toute seule. Comment a-t-elle pu nous faire ça, après tout ce qu'on lui a donné? Thomas s'est presque étouffé avec son café. Donner quoi, au juste? Antoine passait déjà des appels désespérés à des amis, demandant un abri temporaire. La belle-sœur se plaignait du matelas pneumatique de la voiture, où son fils devrait dormir si la dictature de Clara se confirmait. Et Julien s'est enfermé dans l'ancien bureau et a passé la journée en silence. Plus personne ne riait. Plus personne ne donnait d'ordre. Le lendemain matin, les huissiers sont arrivés. 2 voitures discrètes, documents en main, sans esclandre. Madame Martin a été la première à les voir par la fenêtre. Qu'est-ce que c'est? La police? Maintenant, elle appelle la police pour nous faire sortir de chez nous? La maison est à elle, ai-je répondu. Et vous avez eu 24 heures pour partir sans en arriver là. Elle n'osera pas. Elle a déjà osé, ai-je répondu. Vous ne vous en êtes juste pas rendu compte? Elle m'a lancé un regard de haine. Mais il y avait aussi de la peur. Julien est apparu dans le couloir, blême.
Maman, partons, c'est tout. Pas besoin de faire de scandale. Elle s'est tournée vers lui, choquée. Tu vas laisser faire ça? Il n'y a rien que je puisse faire. Si, il y a. Élève la voix, tape du poing sur la table. Défends ta famille. Julien a baissé les yeux. Ma famille, c'est Clara. Pour la première fois, il l'a dit à voix haute. Mais c'était trop tard. L'huissier s'est approché. Bonjour. Nous sommes simplement là pour superviser l'expulsion à l'amiable. Les documents ont déjà été vérifiés. Nous avons la liste des occupants temporaires. Nous sommes là pour nous assurer qu'il n'y ait aucun incident. Madame Martin a failli faire une crise. Occupant temporaire? C'est comme ça que vous nous appelez? C'est le terme juridique, madame. Vous n'avez aucun lien avec la résidence. Elle a grommelé, mais a commencé à rassembler ses affaires. Valises, sacs, vêtements froissés jetés dans des sacs à dos. Antoine est descendu avec son fils dans les bras. Le garçon pleurait. La belle-sœur le suivait avec une caisse de jouets. À chaque pas, leur fierté saignait. Devant la maison, une voiture noire s'est arrêtée. Clara en est sortie. Elle portait un pantalon de tailleur, un chemisier en lin clair et un collier hérité de sa grand-mère. Les cheveux lâchés, retenus seulement par une barrette dorée. Elle a marché lentement, la posture droite, les pas fermes. Tout le monde s'est arrêté. Les voisins ont commencé à apparaître. Discrètement, de l'autre côté de la clôture, derrière les rideaux. L'un ou l'autre s'est même approché du trottoir. C'était une scène impossible à ignorer. Clara s'est arrêtée devant la porte, les a tous regardés, et puis elle a parlé. « J'ai attendu que vous me traitiez avec respect. J'ai attendu que vous compreniez les limites. J'ai attendu que vous me voyiez comme une personne de valeur. » Elle a fait une pause. Personne ne l'a interrompue. « Mais j'ai attendu trop longtemps. » Elle a regardé Julien. « Tu ne m'as pas protégée quand j'ai entendu que j'étais ingrate, ni quand on a dit que je devais remercier d'avoir été acceptée. Tu ne m'as pas protégée parce que tu ne voulais pas perdre leur approbation. » Il a tenté de s'approcher. « Clara, reste où tu es, » a-t-elle dit calmement. Il s'est arrêté. « Je t'ai aimée, vraiment. J'ai voulu construire une vie avec toi. Mais ce que nous avions, c'était du théâtre. Et j'en ai assez de jouer la comédie. » Madame Martin a soufflé. « Tu es contente maintenant? Laisser un homme bien, briser une famille ?» Clara l'a regardé dans les yeux. Une famille, c'est ceux qui construisent ensemble, qui respectent, qui soutiennent sans envahir. Vous êtes arrivé ici en prenant tout comme si je n'étais qu'un obstacle sur le chemin de votre confort. Nous voulions juste aider. Non, vous vouliez dominer. Silence. Elle s'est tournée vers les huissiers. Tout est en ordre, vous pouvez les raccompagner jusqu'au portail. Les Martin ont commencé à sortir, un par un, sans applaudissements, sans excuses, juste avec le bruit des roulettes de leurs valises traînant sur le carrelage que j'avais moi-même fait poser. Julien a été le dernier. Il s'est arrêté devant Clara. « Je ne suis rien sans toi. » Elle a pris une profonde inspiration. Sa voix était basse, ferme. « Et moi, je ne me suis retrouvée que lorsque tu t'es écarté de mon chemin. » Il a baissé la tête, s'est dirigé vers le portail, s'est arrêté avant de le franchir, s'est retourné une dernière fois. « Un jour, tu te rendras compte que tu as exagéré. » Clara a simplement souri. Un sourire serein, presque triste. « Un jour, c'est toi qui te rendras compte que tu m'as sous-estimé. » Il est sorti. La porte s'est refermée. Et pour la première fois, la maison a respiré. Clara m'a regardée, dans les yeux, et a dit « Maman, merci de m'avoir laissé tomber. Je ne t'ai jamais laissé. Je suis juste restée à tes côtés jusqu'à ce que tu décides de te relever. » Elle a souri. Ce soir-là, nous avons dîné toutes les trois. Moi, Thomas et Clara. La table mise, lumière tamisée, rire léger. La maison est redevenue ce qu'elle aurait dû être depuis le début. Un abri, une protection, de l'amour, sans occupants, juste de vrais habitants. Le lendemain de l'expulsion, les rumeurs se sont répandues dans le village à la vitesse du vent. Les voisins qui, ce dimanche-là, se moquèrent de ses plans et invitèrent les Martin à un barbecue, s'inclinèrent maintenant pour me saluer avec respect. Un respect différent, une reconnaissance silencieuse. J'ai longé le trottoir avec Clara et Thomas. Il y avait des regards curieux, mais pas envieux. Des regards d'admiration. La maison du coin, celle qui servait toujours le meilleur café, a fait plus qu'un signe de tête. La propriétaire est sortie sur sa terrasse. « Félicitations, j'ai entendu parler de toute cette histoire. Vous avez agi avec justice. » Clara a souri sans rien dire.
elle a continué d'un pas ferme vers le jardin qu'elle avait elle-même planté. Les rosiers étaient déjà en fleurs. Mais le plus symbolique s'est produit à l'intérieur de la maison. Nous avons reçu une visite inattendue. Le superviseur de l'entreprise où travaillait Julien, je ne savais même pas qu'il y était encore, s'est présenté. Il a frappé à la porte. « Bonjour, Madame Teresa Laurent. »« Oui, je suis Jean Arendt, le superviseur de l'entreprise de Julien. Je suis venu personnellement vous présenter nos excuses pour sa conduite. » J'ai compris. La famille Martin n'était pas seulement importune. Son ombre éclaboussait maintenant son entreprise, sa réputation. On m'a parlé des vidéos, des emails et il a pris une profonde inspiration de l'humiliation publique qui a eu lieu devant l'ascenseur. Je lui ai fait signe d'entrer. Clara et Thomas sont restés discrets dans le salon. « Je sais que c'est personnel », a-t-il poursuivi, mais l'entreprise attache une grande importance au professionnalisme. Nous avons déjà lancé une enquête interne. Et, honnêtement, il est renvoyé. Pas d'applaudissements, pas de sourire victorieux. « Je comprends », ai-je répondu d'une voix calme. Il a tenté de convaincre que c'était un mensonge, que j'avais tout inventé, mais les témoignages sont concordants. Les vidéos sont très claires. Son expression était pleine de regret. « C'est votre victoire, Madame Laurent. Non pas parce qu'il y a eu vengeance, mais parce que la vérité a éclaté. Pour la première fois, j'ai réalisé que la justice peut venir sans rancœur. » Juste avec un dénouement. Il a pris congé avec formalité. La porte était restée entr'ouverte quelques instants. Et, un moment, nous nous sommes retrouvés toutes les trois, dans le silence de la maison, à absorber l'impact. C'est alors que mon téléphone a vibré. C'était un message de ma banque. Notification : la donation de la maison à Clara a été finalisée. Le transfert était effectif. Clara m'a regardé, n'a rien dit, a seulement hoché la tête. C'était le dernier lien rompu dans cette relation. La maison, maintenant, était entièrement à elle. Le lendemain, la nouvelle est devenue virale sur un groupe en ligne de la communauté locale. Des photos de la maison, du panneau « Vendu », car les Martins étaient déjà partis avec leurs cartons. Et puis les commentaires ont commencé. Respect, courage, honneur. Une mère qui apprend à sa fille à s'aimer. Il n'y avait pas de haine dans les mots, il y avait de l'admiration. Dans l'après-midi, la mère d'une ancienne amie de Clara s'est présentée à la porte avec un gâteau fait maison. « Pour vous. Je sais que vous avez traversé des jours difficiles. » Elle est entrée, a parlé avec Clara de projets futurs, de l'ouverture d'un atelier, d'une entreprise durable. Clara écoutait, modestement, mais les yeux brillants. Et dans cette scène, j'ai compris que le cycle avait été brisé. Les gens qui la croyaient n'être que la petite amie de Julien, la voyaient maintenant comme une entrepreneure, comme une future leader de la communauté. Et les Martins, ils ont été réduits à une anecdote édifiante. Un poison qui se dissout lorsqu'on l'expose au soleil. Ils avaient tenté, du haut de leur arrogance, d'usurper une place qui ne leur appartenait pas. Mais quand la façade est tombée, il n'est resté que l'écho de leur propre cupidité. Pendant ce temps, en moi, une paix s'est installée. Pas une paix douce ou prévisible. Une paix texturée. Je me suis réveillée le lendemain et j'ai vu Clara s'occuper du potager, sans demander la permission, sans hésiter. Elle souriait en arrosant les nouvelles tulipes. Elle riait avec Thomas en planifiant une petite fête avec les voisins. Une paix construite de petites scènes qu'aucun Martin ne pourrait détruire. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une invitation inattendue. L'entreprise qui organisait la conférence régionale d'architecture voulait que Clara et moi participions à une table ronde sur les nouvelles entreprises féminines. Clara a souri, radieuse. « Tu représenteras aussi », a-t-elle dit fermement. « Bien sûr que j'irai », ai-je répondu. « À tes côtés. Non par affection, mais par justice. » Elle m'a serré dans ses bras. Et c'est à ce moment que j'ai compris le retournement complet. Ce n'était pas seulement de la vengeance. C'était une transformation. Et comme tout acte de vérité, cela avait commencé par une seule phrase. La phrase qui a renvoyé les Martins, mais qui a permis aux autres de voir qui était vraiment ma fille. Quelques jours plus tard, un ancien employé du cabinet, de retour d'un long voyage, m'a fait un autre récit. « Femme, tu as construit ça avec de la sueur, de la vision et du courage. Dis-moi une chose, as-tu déjà pensé à enseigner ça à d'autres femmes ?» Je me suis tournée vers Clara. Elle m'a regardée et a ri. Et puis, sans trop planifier, nous avons conclu un accord.
Nous offrirons des consultations gratuites aux femmes qui cherchent à entreprendre avec honneur. La maison est officiellement devenue non seulement une résidence, mais un symbole. Un symbole de la dignité qui se réaffirme lorsqu'on refuse ce qui ne nous appartient pas. Et curieusement, pendant que le monde se moquait de l'humiliation que la famille du gendre avait semée, nous plantions une autre graine, celle de quelque chose de plus grand, de justice sans haine, de pouvoir sans arrogance. Et au fond, c'est ça, la victoire que personne n'a vue venir, dans le silence des actes, dans les cafés partagés, dans les cadeaux inattendus, au centre-ville, où le respect qui avait été un jour refusé est revenu, s'est enraciné et a grandi. Pendant longtemps, j'ai cru que donner suffisait, donner de l'affection, donner du temps, donner de l'espace, donner du silence, donner mon soutien même quand j'étais la seule debout, la seule à essayer encore. J'ai grandi en entendant que les femmes fortes sont celles qui endurent, qui se donnent sans poser de questions, qui servent avant de penser à elles-mêmes. Et pendant des années, j'ai répété ce schéma comme on répète un vieil hymne. Je ne réalisais pas à quel point cela m'effaçait peu à peu, comme une allumette qui enflamme tout autour d'elle, mais se consume entièrement. Avec le recul, tout semble évident. Mais au milieu du chaos, ça ne l'est pas. On pense qu'on fait preuve de maturité quand on avale des couleuvres, qu'on est raisonnable quand on laisse passer, qu'on préserve quelque chose de plus grand quand on se diminue. Mais la vérité, c'est que trop de silence rend malade, et l'amour, sans réciprocité, étouffe. Voir ma fille se faire presque effacer de l'intérieur, c'était comme me regarder dans un miroir 20 ans plus tôt. J'ai vu le regard perdu, la tentative de plaire à tout le monde, la peur de paraître ingrate, le poids de la culpabilité. Et j'ai vu aussi la force, l'étincelle, la même que j'avais eue un jour, mais que j'avais laissée s'endormir. Clara s'est réveillée, et m'a réveillée avec elle. Pas parce qu'elle a crié, pas parce qu'elle s'est vengée, mais parce qu'elle s'est mise en premier, avec dignité. Elle n'a détruit personne. Elle a juste quitté la place où on n'aurait jamais dû la mettre. Et ça, pour moi, a été la véritable leçon. Être bonne ne signifie pas être soumise. Être généreuse ne signifie pas accepter les abus. Être aimante ne signifie pas accepter d'être utilisée. Et quand une femme comprend ça, elle ne revient plus en arrière. Clara, aujourd'hui, est plus que ma fille. C'est une femme entière. Et moi, je suis une femme reconstruite. Elle m'a montré que parfois, aimer, c'est aussi savoir dire « ça suffit ». Et que le plus grand héritage qu'une mère puisse laisser, c'est d'apprendre à sa fille à ne jamais s'oublier. Julien n'est jamais revenu. Les premiers jours, il a encore tenté d'envoyer des messages. Longs, confus, essayant d'expliquer, de justifier, de promettre. Clara les a tous lus, n'a répondu à aucun. Dans l'un d'eux, il a écrit « Tu me manques ». Elle a simplement murmuré « C'est ce que je lui offrais qui lui manque, pas qui j'étais ». Sa famille a quitté la ville moins d'une semaine après l'expulsion. Ils ont dit à des connaissances qu'ils avaient été victimes d'un coup monté. Personne ne les a crus. La vérité s'était déjà répandue, et plus personne ne voulait être du mauvais côté de l'histoire. La maison de campagne, désormais officiellement au nom de Clara, a été rénovée dans les détails. Rien de grand, mais symbolique. Le potager a été agrandi. La chambre d'amis est devenue un bureau. Les rideaux, autrefois neutres, sont maintenant colorés. Clara a peint un mur toute seule, en bleu pétrole. Elle a dit qu'elle avait besoin de voir quelque chose de nouveau, de ferme, de marquant. Thomas est retourné à la capitale, mais il nous rend visite fréquemment maintenant. Quand il vient, il apporte du café de spécialité et des nouvelles de projets culturels. Parfois, nous restons des heures sur la terrasse, sans avoir besoin de dire grand-chose. J'ai réactivé mon ancien cabinet d'architecture, progressivement, à ma manière, avec le temps, mais avec passion. Clara a ouvert un espace d'accueil créatif pour les femmes. Un petit lieu, mais avec de grandes rencontres. Des ateliers d'estime de soi, d'entrepreneuriat, d'art. Elle ne veut pas changer le monde. Elle veut juste aider les autres à ne pas s'y perdre. L'autre jour, j'ai reçu une lettre de la grand-mère de Julien. Oui, de sa grand-mère. Elle disait qu'elle avait honte du comportement de sa propre famille, qu'elle avait toujours admiré la fermeté avec laquelle nous avions élevé Clara, et que, si elle avait eu le même courage, sa vie aurait été autre. J'ai pleuré en la lisant, parce que là, j'ai compris que cette histoire n'était pas seulement la nôtre. Elle a fait écho chez d'autres femmes.
dans d'autres générations, dans des silences anciens. Aujourd'hui, nous ne vivons pas une vie parfaite, mais nous vivons dans la vérité. Chaque coin de la maison a un souvenir, une bataille gagnée, un pas assuré. Et chaque fois que Clara franchit la porte, la tête haute et les clés de la maison dans sa poche, je sais que ça en valait la peine. Elle n'a pas seulement gardé la maison, elle a gardé sa propre vie. Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour signifiait céder. Céder de l'espace, céder du temps, céder sa volonté. Jusqu'au jour où j'ai vu ma fille être traitée comme une invitée dans sa propre maison. Jusqu'au jour où, avec une seule phrase, elle a mis fin à une histoire qui avait dépassé les bornes. Vous avez 48 heures pour partir. C'est tout ce qu'elle a dit. Et c'est tout ce qu'il a fallu. Cette phrase n'était pas une question de vengeance, c'était une question de liberté. La liberté de celle qui en a eu assez de demander le respect à voix basse. De celle qui a compris que le silence ne sauve pas, il ne fait que retarder le naufrage. Voir ma fille se redresser, sans crier, sans se venger, mais avec fermeté, m'a appris plus que n'importe quel livre, conférence ou conseil. Elle n'a pas seulement récupéré la maison, elle s'est récupérée elle-même. Et ce faisant, elle m'a rappelé qu'il est possible de recommencer, même après avoir été discréditée, même après s'être sentie seule, même après avoir cédé trop longtemps. Si vous regardez cette histoire et que vous avez senti votre cœur se serrer, si vous vous êtes souvenu d'une relation où tout était pour l'autre, d'un travail où vous vous taisiez par peur de paraître ingrate, d'une maison où vous viviez, mais où vous n'étiez pas la bienvenue, alors il est peut-être temps de faire comme Clara, de respirer profondément, de regarder dans les yeux celui qui vous efface, et de dire, avec la voix qui vous reste, « Je ne suis pas un fardeau, je suis la fondation. » Et si personne ne comprend, ce n'est pas grave. Ceux qui le doivent entendront. Et si cette histoire a résonné en vous, commentez ci-dessous. Moi aussi, j'ai appris à dire stop. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de sa propre valeur, avec une femme qui a oublié qu'elle pouvait dire non, avec quelqu'un qui, au fond, essaie encore d'être accepté. Parce que parfois, tout ce qui manque, c'est une phrase. Et le courage de la dire à voix haute.